Salut tout le monde, ici Ben Baudouin. Si vous saviez comment je suis content de pouvoir vous parler dans ce micro, ça fait un bail que j'ai pas eu la chance de m'adresser à vous pour vous parler d'arts martiaux mixtes, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui me suivaient dans mon ancienne vie, dans mes anciennes aventures, et qui se demandaient où j'étais rendu. Comment ça, j'ai pu mon podcast MMA, mon podcast UFC. N'ayez crainte, ça repart et en grand. J'ai le plaisir de vous inviter à ce nouveau rendez-vous pour tout savoir sur l'UFC. La recette est simple. Analyse, on met la table pour les événements qui s'en viennent, les entrevues avec les plus grandes stars de l'organisation également, les dernières nouvelles dans le monde des arts martiaux mixtes. On va répondre à vos questions. On veut aussi vous entendre. On va donner une petite place aussi aux combattants et aux promotions de chez nous, bien sûr. Je serai le co-animateur, en fait l'animateur principal de ce balado. Et j'aurai une armée de collaborateurs avec moi, ainsi qu'un co-animateur principal que je vous présente dans quelques instants et vous ne serez pas déçus. On veut, avec ce balado, bâtir une communauté. On veut vous entendre, on veut vous lire, on veut même vous parler durant nos enregistrements. On va vous donner toutes les infos au cours des prochaines semaines pour nous rejoindre si ça vous intéresse. Mais sans plus tarder, bienvenue dans cette nouvelle aventure. J'espère que vous serez des nôtres. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Eh ouais, ça prenait un rendez-vous d'arts martiaux mixtes en français au Québec. Le SOS Podcast, mettez ça dans vos téléchargements, partout où vous regardez vos podcasts. Cube Radio, merci à toute l'équipe de Cube Radio, à l'équipe de TVA Sport de me donner la chance de vous parler à vous, les amateurs d'arts martiaux mixtes. OK, sans plus tarder, je vous présente l'homme qui est à ma droite. Un ancien combattant de l'organisation de l'UFC, un gars qui a le goût, je pense, de s'embarquer dans cette aventure-là. Johan, le White Lion Lennes, mesdames, messieurs. Merci, Johan, d'être là. Content de te voir. Merci, mon Ben. C'est un honneur, puis c'est tout un cadeau que tu m'offres de pouvoir avoir la chance d'être ici. Je suis très content d'être ici, assis à côté de toi. Pas trop stressé? Ah, ça va. Premier podcast? Première fois à l'animation, j'imagine? Premier podcast, ouais, en effet. Regardez ça, là. Il a fait ses devoirs, par exemple. On va vous parler de l'UFC 311 aujourd'hui, là. Il est prêt. J'étais prêt. Studieux, ce Johan. Yes. Très content de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. À la fin de l'émission, on va parler de ton parcours parce que tu es encore combattant. Je le disais, tu es un ancien de l'UFC, mais ta carrière n'est pas finie. Tu es ultra occupé. Donc, que tu prennes le temps de venir jaser avec nous, très apprécié. UFC 311, bien sûr, c'est sur toutes les lèvres. Quel événement de l'UFC le week-end dernier du côté de Los Angeles. C'est congé cette fin de semaine pour l'organisation. Islam Makhachev contre Renato Moicano. D'abord, le changement d'adversaire, Johan. Quand tu as vu ça vendredi, Tsarukyan ne peut pas se battre, Moicano en finale. J'ai pas trop compris parce qu'on va s'entendre que la semaine avant le combat, t'es pas supposé d'être blessé. Il n'est pas supposé d'arriver d'imprévu. Tu l'as déjà fait, la coupe de poids, là. J'ai fait la coupe de poids à maintes reprises. Je suis quelqu'un qui coupait énormément de poids. J'ai coupé des 22 livres quand j'étais chez les 170 livres à l'UFC. Donc, je comprends pas trop comment tu peux te blesser aussi gravement et annuler un combat aussi important. On le sait, là, il y a eu des 10 semaines et même plus, 10-12 semaines de camp d'entraînement pour cette préparation-là, pour ce combat de championnat-là que tout le monde attendait parce que leur premier affrontement s'est terminé par décision. Ouais. Donc, on le sait qu'Islam a gagné. Par contre, c'était un combat qui était très serré. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là que Dana White, vraiment, là, était pas content. Là, ben, c'est ça. Puis, selon les nouvelles qu'on a eues, c'est que c'est vraiment à la dernière seconde. Là. Moi, je lui ai parlé. J'ai fait une entrevue avec Arman Tsarukyan. C'était la semaine précédente. Je pense que c'était le jeudi. Donc, une semaine là, avant qu'il se blesse. Là, mais tu sais, il m'a dit qu'il était en pleine forme, évidemment. Peut-être qu'il me mentait. Là. Il y avait peut-être déjà un petit quelque chose au dos, mais c'est ça, se couper. Les derniers entraînements, c'est pas du gros sparring. Tu vas pas... c'est vraiment... On peaufine les détails. Puis la coupe de poids, ça fait mal partout, mais pas au dos, là, ou à peu près. Oui, exactement. Est-ce qu'on se demande, est-ce qu'il a coupé trop de poids? Est-ce que c'est vraiment une blessure? Est-ce que c'est le stress qui est monté, puis finalement, il a décidé qu'il reculait? Avec une opportunité comme ça serait surprenant. Je suis d'accord, mais on se pose toutes les questions, puis c'est pour cette raison-là que Dana White, je pense que honnêtement,
il redonnera pas une chance tout de suite à Tsarukyan. C'est ce qu'il a dit. C'est dommage, par contre, pour lui, parce que en tout cas, s'il s'est vraiment blessé puis c'est une malchance, c'est pas de sa faute. Mais bref, comment ça s'est passé, c'est Moïcano, qui est classé 10e à 155 livres. Quelle chance! Quelle chance inouïe pour lui, à pied levé. Ils ont en plus les mêmes entraîneurs. Donc, les deux s'entraînent à American Top Team, Tsarukyan et Moïcano. Donc, on est resté dans la même équipe. Mais, je veux dire, il est très bon, Renato Moïcano. Il se préparait à affronter Benel Dariush. Tu l'amènes contre le champion, peut-être le meilleur livre pour livre présentement. Écoute, Makhachev a fait qu'une bouchée de Moïcano. T'as été surpris de ça? On y a tout cru, par exemple. On a tout pensé que peut-être que Moïcano aurait eu la chance de pouvoir rivaliser avec Islam Makhachev. Mais écoute, Makhachev, tellement dominant, c'est incroyable. T'sais. Moi, je regarde la liste de ces derniers combattants. Poirier, Volkanovski, Oliveira, Green, Hooker, Duber, il les a tous terminés. Tout terminé. Donc, Islam Makhachev, c'est pas un champion qui va faire des décisions. C'est un finisher. C'est quelqu'un qui termine ses combats. Parce que contre Volkanovski, le premier, ça avait été à la décision. Exactement. Il y a eu un rematch et il l'a... Avec un coup de pied à la tête. Assassiné, là, entre guillemets. Là, ouais. Donc, vraiment, là, Islam Makhachev démontre que c'est un combattant dominant. Le meilleur livre pour livre présentement? C'est sûrement le meilleur livre pour livre présentement, sur 15 victoires consécutives. Moi, ce que je trouve impressionnant de ça, c'est qu'il a subi un gros KO, Islam Makhachev, en 2015 contre Adriano Martin. Puis, par la suite, tu sais, quand tu subis un KO comme ça, tu as deux façons de te remettre. T'sais. Soit que c'est très difficile de remonter la pente, et lui, on l'a vu, là, dominant dès son retour. Il termine les combats. Donc, vraiment, là, qui va être capable de pouvoir rivaliser avec Islam Makhachev, tu sais? Ben là, justement, là, tu as parlé de Tsarukyan qui, selon toi, n'obtiendra... Ben, en fait, selon Dana White, qui semble un peu réticent à lui donner tout de suite sa chance, mais qui... Je veux dire, tu l'as fait la liste, là. Ouais. Tous les top 5, il les a battus ou à peu près, là. Là, on a quelqu'un, là. On a Topuria. Ilia Topuria, qui semble dire qu'il pourrait peut-être venir créer une surprise. Champion à 145 livres, donc chez les poids plumes, qui pourrait monter de catégorie pour devenir double champion à 155. Exactement, sauf que n'oublions pas que Islam Makhachev est embarqué dans la cage à 180 livres. Donc ça, là, c'est 25 livres de plus que son poids originaire sur la pesée. À la balance, ouais. Comment 30 livres même, il a pesé à 155. Il pesait 180? Ouais, 180. OK, 25 livres de plus. Comment Ilia Topuria va pouvoir rivaliser avec Islam Makhachev, qui, on le sait et on le voit, est dominant, semble fort physiquement. Donc, Par contre, tout le monde veut voir ce combat-là. Tout le monde voudrait voir ce combat-là. Mais moi, j'ai une autre option pour toi. Parce que tu as parlé du gabarit de Makhachev. C'est un super gros poids léger. Je le verrais peut-être monter à 170 livres contre Belal Mohamed, le champion des mi-moyens. Et lui cimenter sa légende de venir rejoindre la courte liste des doubles champions à l'UFC dans 2 catégories de poids. Makhachev pourrait faire ça. Il est peut-être rendu là. Très bonne idée. Pour essayer d'aller chercher une nouvelle ceinture encore là. Devenir double champion de l'organisation de l'UFC. En plus de ça, couper moins de poids, parce que si on sait qu'il monte à 180 livres dans la cage, ben s'il se bat chez les 170 livres, c'est un combat qui peut être intéressant pour lui, là. C'est ça. À suivre. Là, pour l'instant, il a mentionné qu'il voulait rester à 155 livres. Il dit « Je l'aime, ma ceinture, à 155 ». Mais à suivre, donc. Mais est-il déjà, selon toi... Là, c'était une 4e défense de titre pour lui. Quatrième défense de titre. Ça. Pourrions-nous le voir à nouveau contre Volkanovski avec un camp d'entraînement complet? Parce qu'on le sait, Volkanovski, avec un camp d'entraînement complet, a fait une décision contre Islam Makhachev. Ouais, à son dernier combat, il a accepté le combat à la dernière minute et là, il s'est fait surprendre. Est-ce qu'on pourrait voir Volkanovski venir contre Islam Makhachev? Contre Topuria? Oui, ça pourrait être une option. Ou un rematch contre Charles Oliveira. Qui sait, dernière question là-dessus, après ça, on passe à la demi-finale, mais peut-il... OK. Il y a 33 ans, je pense. Peut-il... Je sais, sa carrière n'est pas terminée. Là. Lorsqu'il va accrocher ses gants, est-ce que tu vois un scénario dans lequel le meilleur combattant de l'histoire, le GOAT, s'appelle Islam Makhachev? J'aurais de la difficulté à dire que Islam Makhachev, c'est le GOAT parce que Khabib Nurmagomedov a terminé sa carrière invaincu. Donc, ça serait difficile pour moi. Islam Makhachev a déjà subi le KO. OK, ça peut être un coup qui a été chanceux, mais sur papier, il a une défaite.
contrairement à son coach, son mentor, qui est Khabib Nurmagomedov, qui lui n'a jamais subi la défaite. Donc, selon moi... Toi, Khabib est devant Georges Saint-Pierre puis John Jones pour toi dans la conversation du GOAT. Là. Si on parle du GOAT, pour moi, John Jones est le numéro 1. Nurmagomedov, Khabib est le numéro 2. Je peux, en tant que bon Québécois, ça serait difficile de dire que Georges n'est pas le numéro 3. Là. Je suis surpris que tu sois pas numéro 1, mais bon, conversation pour un autre jour, mon cher. Demi-finale, Merab Dvalishvili contre un autre Nurmagomedov, justement, Oumar, le cousin. Et quelle performance. Je sais pas, est-ce que tu as déjà vu ça, toi? Parce que Pat Côté, Valérie, Jean-Paul sur les ondes de TVA Sport étaient impressionnés. Il avait la mâchoire ouverte complètement, la mâchoire à terre. Joe Rogan aussi a dit « J'ai jamais vu une performance cardio comme celle-là, un rythme de combat aussi élevé pendant 5 rounds. » Dvalishvili a complètement... à la fin, Nurmagomedov il n'y avait plus rien dans le réservoir. Là. Et puis, Dvalishvili était frais comme une rose. Là. C'était fou. C'est ce qui m'impressionne le plus avec Merab, c'est que on dirait que plus le combat avance, plus il gagne d'énergie. Au premier round, il est plus stratégique. Il a perdu les 2 premiers rounds, peut-être. Là. Exactement. Il est plus stratégique, il est à reculons, puis plus le combat va avancer, plus il va gagner du rythme, puis il va augmenter le rythme, puis aller chercher beaucoup d'énergie. Puis c'est ce qui arrive, c'est qu'il épuise ses adversaires complètement. T'sais. Puis Oumar Nurmagomedov, on le sait. Lui, il était invaincu. Il était même favori des preneurs au livre. Les gens étaient de la famille Nurmagomedov qui n'avait jamais subi la défaite. Là. C'est ça. Ils sont 3 frères, 3 cousins à ne jamais avoir subi la défaite. Donc, c'est très impressionnant. Puis Merab, ce que je trouve le plus impressionnant là-dedans, c'est qu'il a montré que la famille Nurmagomedov était battable. Sur papier, il a montré que cette famille-là était pas invincible. Donc, chapeau à Merab. Parce que Ousmane, le frère de Oumar, se bat dans quelques semaines. Ouais, 19-0, aucune défaite à sa fiche encore une fois. Ça ne va pas à l'UFC, mais à Bellator, PFL maintenant. PFL Bellator, exact. Donc peut-être, c'est ça, il a peut-être donné des munitions aux adversaires potentiels de son frère là, et des prochains adversaires de Oumar aussi. Là. Exactement. Puis, encore faut-il être capable de suivre un rythme comme ça. Là. Exact. C'est pas Merab, là, Dvalishvili, c'est qu'il a 15 décisions. 15 décisions, c'est du temps de cage énorme pour un combattant. Tu sais, quand tu termines ton combat au premier round, oui, c'est spectaculaire, mais avoir 15 décisions, là, c'est énormément de temps de cage. Donc, ce combattant-là a beaucoup d'expérience, le rythme toujours dans le fond. Fait que vraiment, là, c'est un combattant peut-être pas très spectaculaire, mais très durable. Il est aussi passé à l'histoire cette fin de semaine, et tu parlais de Georges tantôt. Il a battu le record de Georges pour le plus grand nombre d'amenés au sol dans l'histoire de l'UFC cette fin de semaine. Il en a réussi 7. Il en avait besoin de 6 pour battre le record. Il est seul au sommet avec 92 et Georges détenait cette marque-là avec 90. Hâte de voir lui aussi un peu la même chose. Là. Ça va être quoi la suite pour lui? Parce que, bon, est-ce que ce sera une revanche contre Sean O'Malley qui l'a battu la dernière fois pour aller chercher la ceinture? Il a déjà battu Peter Yan qui est dans le sommet de la catégorie des 135 livres. Bref, lui aussi, les adversaires dans sa catégorie de poids commencent à... Écoute, son pédigré est très impressionnant. Là. O'Malley, Sékou Joe, Yann, Aldo, Marlon Morales. Écoute, en ce moment, il est incontesté dans cette catégorie-là. Oh, exact, c'est ça. Donc, allons voir qui va pouvoir être capable de suivre son rythme, d'être capable de contrer sa lutte aussi. T'sais? Parce que là, il a une très bonne lutte. Il montre qu'il est capable de frapper aussi avec ses mains. Donc, un style très difficile à contenir. Je pense qu'il l'avait pris personnel d'être le négligé. C'est rare qu'un champion ait négligé des preneurs au livre. On avait énormément de respect pour Oumar Nurmagomedov, mais je pense que ça l'a un petit peu fouetté dans son orgueil, puis ça l'a peut-être aidé dans son combat. OK, Yerji Prochazka l'a emporté contre Jamal Hill par KO au 3e round. Un des favoris de la foule. Quel spécimen. Quel spécimen. Et c'est fou parce que Hill, c'est un Américain, c'était à Los Angeles, mais la foule était clairement derrière Prochazka. Pourquoi tu penses? Prochazka, c'est un style unique. L'UFC veut avoir ce visage-là. Un ninja des temps modernes. Un ninja des temps modernes. C'est quelqu'un qui avait une grosse couette de ninja. Vraiment, là, il a un mode de vie de samouraï et décidé de couper ses cheveux pour donner ça pour un don pour le cancer. Amène une dame atteinte du cancer sur le stage pour faire la pesée, pour lui donner un moment de gloire à cette personne-là. Vraiment, là, un combattant qui est très unique. On le sait qu'il a donné 50 000 de sa bourse à un organisme aussi. Donc, comment tu veux ne pas aimer Yerji Prochazka? Vraiment,
style un peu kamikaze, on va se le dire. Oui. Les mains basses, mais comme... Moi, Se fait toucher, mais touche beaucoup et toute une force de frappe. Là. Exactement. Puis, tu sais, en 31 victoires, il a 27 KO. Donc, c'est un combattant qui est très spectaculaire. On va se souvenir de son coup de coude renversé contre Reyes, Dominique Reyes. Coup de coude renversé spectaculaire. Puis je pense que à partir de ce moment-là, tout le monde l'a vraiment pris au sérieux dans la catégorie de l'UFC. Oui, exact. C'est un ancien champion, d'ailleurs, aussi. Celui qui a la ceinture présentement dans sa catégorie, les mi-lourds, c'est Alex Pereira. Sa bête noire. Ouais, parce que là, ils se sont déjà battus 2 fois en combat de championnat. Les 2 fois, il a subi des KO assez spectaculaires, Prochazka. Et là, avec cette victoire-là contre Hill, Prochazka était encore classé 2e. Jamal Hill était classé 3e. C'était 2 contre 3. Le premier aspirant, c'est Magomed Ankalaev. Il se bat pour la ceinture dans 2 semaines là, à l'UFC, ou dans un mois à l'UFC 313. Mais là, tu portes à croire que si Pereira défend encore une fois sa ceinture, ça va être une trilogie. Le 3e combat de la trilogie contre Prochazka, même s'il a perdu 2 fois. Là. Je suis complètement d'accord. Dans le meilleur des mondes, Pereira perd sa ceinture et on a Yeri contre Ankalaev. Ben, je pense que si Pereira perd sa ceinture, on va lui donner une revanche immédiate contre Ankalaev, dépendamment de comment ça se passe. Ouais, je suis d'accord. Ça peut être une option. Ouais, parce qu'il a été champion assez longtemps, puis c'est un des favoris de la foule. Normalement, on donne une option, mais tout peut arriver. Hein, c'est le boss qui décide. Exactement. Yeri Prochazka, il faut que j'en parle, qui a les mains tellement basses, qui bouge la tête constamment. J'ai des élèves qui venaient me voir et qui me disaient « Hey, je veux essayer ce style-là, Ça s'enseigne pas, ça. Ça s'enseigne pas, un style comme ça. Il change de gaucher à droitier, toujours en train de bouger la tête, en train de bouger les pieds. Il frappe avec les mains aux hanches. C'est vraiment un style unique. Je pense que c'est ce qui fait qu'il est aussi spectaculaire que ça. Exact. Et puis, même lui, même Prochazka a dit dans son entrevue, il dit « Je travaille fort pour lever mes mains. Là. Je sais que c'est ma faiblesse, je sais que c'est mon point faible. » Il s'est fait pincer quelques fois. Là. Donc, lui-même en est conscient, Yohan. Fait que c'est pas quelque chose... Lui-même, il sait... Faites pas comme moi. Là. C'est pratiquement ça qu'il dit aux plus jeunes. Ça fonctionne pour lui, la plupart du temps, mais ça lui a quand même causé quelques problèmes. Ouais. OK, un mot sur Rener de Ridder contre Kevin Harland de Ridder, qui est le Néerlandais, ancien champion de ONE, double champion. Ça fait pas longtemps qu'il est à l'UFC, mais c'est un vétéran. C'est ça, ancien champion d'une grande organisation, puis on voit pourquoi. Puis on voit que ce sera pas long, lui, avant d'obtenir sa chance à 185 livres, là, parce que je veux dire, il a fait une bouchée de Kevin Harland qui n'est pas le pire au sol. Là. Il l'a soumis en un round, même pas. Là. Exactement. Écoute, il est à prendre au sérieux. Par contre, chapeau à Kevin Harland. Chapeau à Kevin Harland qui est toujours là en train de prendre n'importe qui, n'importe quand. On se souvient à l'UFC à Toronto, quand j'étais là, je me battais sur la 4, il a pris le combat contre Chimaev. Par la suite, ouais, c'est vrai. Il est toujours en train de prendre les meilleurs combattants, les nouveaux venus à l'UFC. Il recule pas, il est là. OK, oui, il a subi la défaite. Par contre, Rener de Ridder, c'est un combattant unique. Là. 19 victoires, 2 défaites. À ses 19 victoires, 14 soumissions. C'est ça. C'est quelqu'un qui termine ses combats. Et à noter pour les fans d'arts martiaux mixtes, peut-être plus fans de jiu-jitsu brésilien, il a déjà battu André Galvao dans une compétition de jiu-jitsu. André Galvao, en ce moment, Ben, c'est pas mal un des... Peut-être que Gordon Ryan a pris le dessus, mais avant, André Galvao était un des meilleurs au niveau du jiu-jitsu brésilien dans le monde du jiu-jitsu. Et Ridder l'a battu. Donc, tu sais, ça montre... Ça vous donne son niveau, là. Ça vous donne une idée de son niveau. À quel point il est dominant, là. Ouais, exact. Une autre chose que je veux parler, c'est la différence de poids. Vas-y. 22 livres entre les deux. Harland avait 22 livres de moins OK. que son adversaire. Donc là, je pense que l'UFC devrait peut-être se poser des questions. Là. Est-ce qu'on devrait amener une catégorie de 165, 175, 185? Parce que clairement, dans ces catégories-là, il y a des grosses différences de poids. Puis quand on se ramasse en corps à corps, ça fait la différence. Est-ce que toi, tu disais que tu coupais beaucoup de poids pour faire 170? S'il y avait eu une catégorie à 175, c'est sûr que ça aurait été plus avantageux pour toi? Oui, parce que les dernières livres sont ceux qui sont le plus difficiles. Donc, les premiers 10-15 livres, c'est pas facile, mais c'est pas dramatique. Les derniers 5, 3, 4, 5 livres, c'est eux qui font le plus mal. Donc, vraiment, je pense qu'éventuellement, une différence de 22 livres dans un combat, c'est flagrant. Oui, c'est sûr. Surtout quand on est rendu au sol puis que tu es capable de mettre tout ton 22 livres de plus sur ton adversaire. Exactement. Oui, effectivement, ça fait une différence. Je vous ai dit tantôt que l'UFC est en congé. Une des rares semaines de congé, dans l'organisation. Donc, pas de gala cette semaine. Le prochain, c'est le 1er février. Ça va être ça va être à Riyad, en Arabie Saoudite.
c'est une carte incroyable parce qu'en finale, ça va être Israël Adesanya contre Nassourdine Imavov. La semaine prochaine, au podcast, soyez là parce qu'on va avoir une entrevue et des commentaires de Nassourdine Imavov. Je lui ai parlé il y a quelques jours pour une immense opportunité pour lui. Il avait demandé un combat de championnat du monde, Imavov. Il est classé 5e chez les moyens. Mais comme plan de consolation, c'est pas un combat de championnat, mais on lui donne une méga vedette. Et clairement, s'il bat Adesanya, c'est le titre qui l'attend. Hein. Tout le monde voudrait affronter Israël Adesanya en ce moment. T'sais. Il a tellement eu une belle carrière. Ça a été un champion de renommée. En ce moment, il semble être un petit peu plus sur la pente descendante. Quoique là, il a été s'entraîner. Robert Whittaker est rendu avec lui pour s'entraîner. Je trouve ça vraiment beau de voir deux adversaires. Deux anciens ennemis jurés. Ennemis jurés, là, parce qu'ils se sont battus plus qu'une fois. Là, puis Adesanya a passé le chaos violemment à Whittaker. Donc vraiment, Imanov contre Adesanya. Une chance rêvée pour Adesanya de revenir dans une colonne gagnante. Ouais. C'est 4 défaites à ses 5 derniers. Oui, exactement. Par contre, Imanov, on le sait, une bonne équipe autour de lui, une chance inouïe pour lui d'aller chercher une belle victoire puis de se rapprocher du titre. Là. C'est ça. Première fois depuis 2019 qu'Israël Adesanya ne se battra pas en championnat avec une ceinture en jeu. Donc, on parle de 5-6 ans là, que... C'était toujours des gros combats. Puis il s'est battu souvent. 5 rounds, c'était toujours des 5. Ben là, il va être en finale 5 rounds aussi, mais il n'y aura pas la pression de défendre une ceinture ou d'aller chercher une ceinture. Il disait en entrevue, je pense qu'il faut que je recommence à avoir du fun. Je me mettais énormément de pression, puis c'est dur de rester au sommet et tout ça. Là, vraiment, il est de retour un peu, pas incognito, là, parce qu'il est en finale d'un événement UFC, mais il y a vraiment moins de beaucoup de moins de lumière sur lui. Ouais, c'est ça. L'enjeu est vraiment moins grand. Quoique, puis lui, il dit la pression est toute sur Imavov. C'est lui le chasseur. Moi, je protège un peu ma place et tout ça. Mais par exemple, s'il devait perdre contre Imavov à Adesanya, ça serait là, il y a 35 ans, ça serait brutal pour lui et pour la suite des choses quand même. Là. Ça serait difficile de perdre ce combat-là, certainement. Par contre, je pense que Adesanya a ce qu'il faut pour gagner contre Imanov. Parce que Imanov, c'est un combattant qui est très stratégique. Ouais. C'est quelqu'un qui aime rester à distance, puis on le sait, Adesanya, c'est son plan de match de rester à distance, d'utiliser ses kicks, son jab, des bons mouvements. Et sa spécialité, c'est le kickboxing. On a rarement vu Imanov, on l'a vu aller au sol, mais sa spécialité à Imanov, c'est plus le combat debout aussi. Donc vraiment, je pense que c'est une belle opportunité pour Adesanya de revenir. Là. Par la suite, on va en reparler plus la semaine prochaine, bien sûr, mettre la table pour la carte complète de ce gala à Riyad. L'UFC 313, la semaine suivante, le 8 février, donc, le championnat des 185 livres des poids moyens va être en jeu. Dricus du Plessis, le champion, va affronter Sean Strickland, l'ancien champion. Est-ce que Strickland peut aller récupérer sa ceinture? On sait que le premier combat avait été très controversé. Plusieurs disaient que Strickland avait gagné, d'autres disaient que Duplessis avait gagné. Je trouve ça intéressant de les voir s'affronter à nouveau, ayant eu un petit peu de cheminement chacun de leur côté. Donc, c'est pas une revanche qui est immédiate. Je trouve ça intéressant de voir ce combat-là. Dricus du Plessis est un combattant qui est un petit peu brouillon, je trouve. Oui, on pensait... Moi, perso, je pensais jamais que ce gars-là allait devenir champion. Exactement. Tu le regardais aller et tu disais, mon Dieu, il est rendu à l'UFC juste... Il gagne des combats juste par... C'est une force brute, là. Il est très, très fort, c'est sûr. C'est un bon lutteur. Il est bon pour amener au sol, mais ses techniques, même au sol, sont un peu brouillonnes. Puis il manquait... au niveau qualité athlétique, au niveau cardiovasculaire, il manquait beaucoup de gaz là, dans des combats de 3 rounds. On disait qu'il ne sera jamais capable de faire des 5 rounds. Il nous a fait mentir toute la gamme. Il nous a fait mentir, oui. Puis, tu sais, son combat contre Sean Strickland, qui, on sait, Sean Strickland, une machine de cardio. Hein? Vraiment, c'est pas quelqu'un qui ralentit. On parlait de Merab tantôt, là. Strickland est fait dans la même veine. Là. Exactement. Sean Strickland, il fait des combats, du sparring, comme on appelle, à chaque jour. T'sais, donc, il pratique le combat à chaque jour. C'est pas quelqu'un qui met beaucoup de temps sur son conditionnement physique, mais tu le vois jamais manquer d'énergie dans un combat. Puis ça s'apprend pas. C'est quelqu'un qui est pas vraiment stressé d'embarquer dans la cage. C'est quelqu'un qui apprécie se battre. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour Sean Strickland peut-être de retrouver son titre, considérant que le premier combat avait été vraiment controversé. Imavov, je lui ai demandé...
Lui, il s'attend à ce que Strickland gagne aussi. Et Strickland a déjà battu Imavov. Donc, je pense qu'il aimerait ça affronter Strickland pour le titre. Mais vous entendrez tous les commentaires de Nassourdine Imavov la semaine prochaine. Puis Strickland, pour terminer là-dessus, Strickland a dit cette semaine, je sais pas si tu as vu ça, il a demandé à faire un pacte officiel à Dricus du Plessis. Il dit on se bat debout seulement, on va pas au sol. Parce qu'il sait que au sol, c'est avantage. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Un gars qui essaye de. C'est pratiquement comme si tu fais appel à la fierté, à l'orgueil de l'autre gars. T'es pas game de pas aller. game de rester debout avec moi pour le fun? Mais ça marche jamais, de un. Puis je veux dire, c'est un combat. Chacun y va pour ses stratégies. C'est un combat d'arts martiaux mixtes. Puis tu sais, la plus belle chose que Duplessis pourrait faire, c'est dire OK, parfait, on le fait. Puis au deuxième round, je t'amène au sol. Puis je te surprends. Puis c'est terminé. Ouais, mais là, après ça, l'autre va dire t'as pas respecté le pacte. Oui, mais à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est gagner. C'est sûr. C'est pour ça que moi, je pense que Duplessis va juste faire comme OK, arrête. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit des gars comme Justin Gaethje, qui est un excellent lutteur par ailleurs, souvent, tu sais, pour le show, on y va pour le show, on se bat debout, tout ça, mais oui, je comprends, c'est une business, c'est un spectacle. Et surtout quand il y a un titre en jeu, faut pas que tu commences non plus à niaiser avec ça. Exactement, ouais, je suis d'accord. OK, Johan, on va passer aux actualités rapidement. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. C'est tranquille dans les actualités cette semaine, Johan, parce que c'est sûr, on n'en avait que pour l'UFC 311. Là, on était dans les analyses et tout ça, de tout ce qui se passait. Parce que, ça a été un gala quand même extraordinaire et surtout avec un revirement de situation inattendu. Une des nouvelles qui a été annoncée pas longtemps avant le gala, c'est le retour de la télésérie Ultimate Fighter. 33e saison, si je ne m'abuse. Ceux qui ne la connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas le concept, là, c'est des équipes de combattants avec des coachs qui s'affrontent. On les enferme dans une maison aussi à Las Vegas. Donc, il y a tout cet aspect-là de télé-réalité. Puis à la fin, le gagnant remporte un contrat de l'UFC. Les coachs, Chael Sonnen contre Daniel Cormier. D'ailleurs, ça, d'habitude, on prend des combattants actuels et on se dit les coachs vont s'affronter éventuellement dans l'UFC. Là, cette fois-ci, on prend des combattants retraités, des analystes. Je pense que c'est la bonne chose parce que on a eu droit à des coachs un peu beige par le passé, là, ou dans les dernières saisons. Ces deux gars-là sont loin d'être beige, puis ils ont un podcast ensemble, The Good Guy and the Bad Guy. C'est sûr que Chael Sonnen, c'est le bad guy, Daniel Cormier, c'est le good guy. Je pense que ça peut donner un bon show quand même. Là. Honnêtement, c'est deux anciens combattants qui vont donner un show spectaculaire. On le sait, Sonnen, il n'a pas la langue dans sa poche. Il est toujours là pour parler de sujets un peu qui vont faire réagir. Daniel Cormier, lui, c'est le papa, le bon gars, le bon monsieur, tu sais, qui paraît bien tout le temps, qui veut bien parler et tout. Par contre, je pense qu'il va y avoir des flamèches dans The Ultimate Fighter-là. Ce que je trouve intéressant avec The Ultimate Fighter, c'est que ça fait en sorte que les combattants restent disciplinés et maintiennent leur poids parce qu'ils savent pas vraiment quand est-ce qu'ils vont se battre. Ouais, c'est vrai. Donc, ils peuvent apprendre le lundi qu'ils vont se battre le samedi. Donc, moi, je me souviens que j'avais été approché pour The Ultimate Fighter à 170 livres à la dernière fois. Puis, je pouvais pas me permettre de faire ça parce que j'étais trop un gros combattant pour être à 170 livres. C'est ça, on voit souvent des combattants qui, par exemple, vont faire le show à 185 livres, mais dans leur carrière par la suite, vont se battre à 170 parce que là, ils peuvent couper plus de poids. Parce que, tu sais, si tu te bats 3 fois en 2 mois, tu peux pas te déshydrater 3 fois en 2 mois. Donc, vraiment, là, ça prend des athlètes qui sont à leur poids ou qui combattent un petit peu au-dessus du poids. Olivier Aubert-Mercier l'avait fait à 170 livres, tu vois. Voilà. Puis, il a fait sa carrière à 155. s'est rendu en finale, puis il a fait toute sa carrière à 155 ensuite. Mais c'est un bon point que tu amènes, c'est ça. Oui. Donc, vraiment, ça va être intéressant. On le sait, là, The Ultimate Fighter, c'est toujours très divertissant. Ça nous permet de connaître des combattants qui sont de partout dans le monde. Avec les deux têtes d'affiche, Cormier et Sonnen, on risque pas de s'ennuyer avec ce show-là. Là. Petite question, parce que moi, c'est mon opinion, là, mais je trouve que c'est un concept qui s'essouffle. 33 saisons, ça a commencé en 2005. Avant, on en faisait 2 saisons par année là, depuis quelques années. On a pris même une pause là, en 2018-2021, il n'y en a pas eu. Perso, je trouve que c'est un concept qui s'essouffle. Et puis surtout qu'il y a eu une certaine époque où c'était peut-être la porte d'entrée pour l'UFC. Maintenant, tu as Contender Series, qui est la porte d'entrée avec un LA majuscule. Est-ce qu'on a encore besoin de faire une télé-réalité? Je pense que c'est pour le spectacle qu'ils font ça. C'est pour le spectacle, peut-être pour donner l'opportunité à des jeunes combattants de vivre l'expérience.
Personnellement, je ne participerais pas si j'étais en mesure de pouvoir le faire à nouveau. Je trouve que c'est trop risqué. Je trouve vraiment que c'est risqué. Tu t'en vas là, tu t'éloignes de ta famille, tu t'éloignes de ton gym, de ton équipe pour aller apprendre avec des nouveaux partenaires d'entraînement, des nouveaux coachs. Tu risques beaucoup, contrairement à Contender Series qui est vraiment plus... Tu gagnes, tu as un contrat. C'est ça. C'est pratiquement ce que tu as fait d'ailleurs. Tu as gagné ton contrat à Contender Series. Mais ça, c'est vraiment plus habituel. Là. C'est un concept où ça sort pas des sentiers battus dans le sens que toi, tu te battais pour une organisation qui était LFA, je pense. Ou qui était, Cage Fury, Cage Fury, OK. Puis, tu sais, je veux dire, là, t'as été appelé pour Contender Series, c'est un combat à telle date dans 6 mois, tu as le temps de te préparer, tu sais. Puis, c'est un combat contre quelqu'un que tu connais pas. Tu sais, moi, à Contender Series, je me suis battu contre quelqu'un à l'autre bout du monde, là. Tandis que quand tu te bats à The Ultimate Fighter, c'est possible que tu te battes contre ton coéquipier. Ouais, parce que puis là, t'es avec quelqu'un que tu as vécu pendant plusieurs semaines. Tu as créé des liens, tu t'es entraîné ensemble, il connaît ton style, tu connais son style. Là, t'es porté pour... T'es pogné, entre parenthèses, pour aller te battre contre lui. Pour de vrai... ça peut être un changement de plan, puis ça peut vraiment te déstabiliser mentalement. Là. OK, rapido. Corey Sandhagen a dit cette semaine que Sean O'Malley ne devrait pas obtenir de combat revanche contre Merab Dvalishvili pour la ceinture des 135 livres et qu'il devrait affronter... On devrait faire un combat éliminatoire, en fait, entre Sandhagen et O'Malley. Les deux ont perdu contre Merab. Sandhagen auparavant et O'Malley à l'UFC 306 il y a quelques semaines. Pour le titre, t'es d'accord avec ça? Parce que il faut dire qu'O'Malley s'est fait brasser comme une poupée de chiffon contre Merab. Il a pas bien paru. Là. Exactement. Je sais pas si O'Malley c'était pas sa soirée ou si seulement Merab était trop puissant pour lui. Par contre, une chose que je sais, je veux voir Sandhagen contre O'Malley. Ça, je veux le voir. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Deux combattants spectaculaires qui sont capables de nous sortir des combinaisons qui sortent de l'ordinaire, des coups de pied renversés, des coups de genoux à la volée. Par contre, c'est un combat qui est dangereux pour O'Malley. Parce que Sandhagen, c'est un grand combattant. Il est imprévisible aussi, son style. Imprévisible, un grand combattant. On le sait, Sean O'Malley a de la facilité avec les combattants qui sont un peu plus petits que lui pour sa portée. Lorsqu'il fait un step back, il envoie sa grosse main forte. Donc, Sandhagen pourrait être un combattant qui donnerait de la misère à Sean O'Malley. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est vrai que je veux plus voir Sandhagen contre O'Malley que n'importe lequel de ces deux-là contre Merab une deuxième fois. T'as raison. En terminant, Yoann, avant de se laisser, parlons de toi parce que, écoute, je sais que t'es un gars ultra occupé. Hey, je sais pas si vous voyez sur la caméra là ici. Je pense que ça, c'est un gars qui vient de sortir du ça gym, fait pas longtemps que... Ouais, disons qu'il y a 1 heure, j'étais en train de me battre. Donc, tu t'entraînes encore. Et tu combats encore. T'as ton adversaire pour Samouraï au mois de mars? Oui, Kenan Petterchuk, un combattant de la Colombie-Britannique. Je vais me battre pour Samouraï MMA le 7 mars prochain à Gatineau. Très content. Sans tu lâches pas tout le monde. Les billets sont en vente, je pense. Oui, en tout cas, t'en as à vendre. J'ai des billets à vendre. Je suis vraiment content. Moi, je suis sorti de l'UFC avec 2 défaites consécutives. J'ai attendu 1 an avant de me rebattre. Je me suis acheté une maison. J'ai eu ma petite fille qui a maintenant 1 an et demi. Le gym, j'ai un gym qui me tient beaucoup occupé. Je me promène beaucoup dans les écoles. Donc vraiment, je suis quelqu'un qui est très occupé. Je suis content de ne pas juste être un combattant. J'avais envie d'être plus qu'un combattant. Maintenant, t'es animateur de podcast aussi. Hein? Regarde, c'est fait. Non, mais donc vraiment, je suis content. Tu sais, j'ai beaucoup de cordes dans mon arc. Puis de pouvoir faire un retour comme ça, j'ai gagné mon dernier combat pour l'organisation Samouraï MMA au Casino de Montréal contre le double champion de l'organisation de BFL. Donc vraiment, je suis de retour dans la ligne des gagnants. Puis j'ai bien hâte d'aller gagner mon prochain combat aussi. Puis idéalement, l'année 2025 ressemble à quoi pour Yoann Lennes? 3 victoires consécutives, puis on retourne à l'UFC. On va terminer ça en beauté. C'est dit, on visualise ça. Yoann, merci beaucoup. Comment t'as trouvé ta première expérience? Génial. J'ai hâte à jeudi prochain ou vendredi prochain, peu importe. Jeudi, on va essayer d'enregistrer ça tous les jeudis. Donc, soyez des nôtres pour le SOS Podcast, oui. Écrivez. Yoann est facile à trouver sur les médias sociaux. Je suis facile à retrouver sur les médias sociaux. Benoît Baudouin, Twitter, Instagram, même Facebook. X, on va dire X, c'est la formulation. Donc, écrivez-nous vos questions, écrivez-nous vos commentaires. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, on est ouvert à toutes les suggestions et c'est un podcast qu'on va bâtir au cours des prochaines semaines et on veut se créer le Team SOS. Je fais des blagues avec ça, mais je veux qu'on crée la communauté d'amateurs d'arts martiaux mixtes du Québec. Je veux qu'on soit plusieurs à pouvoir partager, à pouvoir se jaser de notre passion, de notre sport préféré. Donc, on espère que vous allez nous suivre dans cette belle aventure.
Johan Lennes, le White Lion, merci énormément, mon ami. Merci énormément à vous qui nous avez écoutés pour ce premier sujet, pour ce premier épisode du SOS Podcast. Je m'appelle Benoît Baudouin. À tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!